Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons attaquer maintenant la mécanique relativiste. Alors, nous ne ferons qu'une introduction relativement élaborée, mais une introduction à la mécanique quantique relativiste. D'abord parce que, comme d'habitude, nous n'entrerons pas dans tous les détails techniques et les développements mathématiques, bien entendu, ça c'est rien de nouveau. Mais surtout, cette théorie a des difficultés qui peuvent être surmontées qu'en passant à la théorie quantique des champs. Or ça, nous ne le verrons pas maintenant. Ça sera l'objet d'une autre série. Ici, nous restons au formalisme de la mécanique quantique habituelle, et donc avec des équations de type Schrödinger. Ici, équation de Klein-Gordon et équation de Dirac. Ces équations incluent toutefois le spin directement, non pas comme une déduction supplémentaire, comme nous l'avons vu avec la mécanique quantique habituelle, et elles font également apparaître la notion d'antimatière. Donc nous verrons cela. Attention, quand on parle de mécanique quantique relativiste, on parle ici de relativité restreinte. Donc, je vous ai conseillé de voir la série sur la relativité, au moins la partie sur la relativité restreinte. Parce que intégrer la relativité générale, ça, c'est une autre paire de manches. On n'a même pas encore de théorie validée. Et c'est beaucoup plus compliqué. C'est ce qu'on appelle la gravité quantique, que nous n'abordons pas non plus ici, bien entendu. Pour la relativité, si besoin, nous adopterons les notations habituelles qui sont utilisées des indices latins, comme I, J, K, pour indiquer les composantes spatiales ordinaires, et des indices grecs comme mu, nu, alpha, bêta, pour indiquer les indices spatio-temporels. Donc les premiers varient de 1 à 3, les 3 directions spatiales. Les autres, c'est 0, 1, 2, 3, il y a 4 composantes, parce qu'il y a une composante temporelle. Alors l'idée de base, c'est d'accommoder les principes de la mécanique quantique avec l'invariance relativiste. Sur le papier, cette idée n'est pas si difficile. La mécanique quantique ne fait pas d'hypothèse particulière sur la nature de l'espace et du temps, et la relativité n'impose rien de spécial au niveau quantique. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir des difficultés. Alors, en mécanique quantique, rappelons que les états sont décrits par une fonction d'onde ou un vecteur d'état, psi, par exemple, de manière générique, qui sont des vecteurs normalisés dans l'espace vectoriel appelé espace de Hilbert. Et on note phi, psi, l'amplitude, qui est un nombre complexe, de trouver le système dans l'état phi s'il est dans l'état psi. Et le carré de la norme donne la probabilité de trouver cet état. Les observables, c'est-à-dire les grandeurs physiquement mesurables, sont représentés dans la théorie par des opérateurs hermitiques. On dit aussi plus fréquemment, surtout maintenant, on m'a signalé ce changement relativement ancien de terminologie, des opérateurs hermitiens, mais j'ai toujours gardé l'habitude de dire hermitique. Donc c'est des opérateurs tels que A, qui est égal à son conjugué hermitique, qui est représenté par une petite croix genre croix de cimetière, pas une croix comme le plus. La valeur moyenne d'un tel opérateur, si on fait un grand nombre de mesures sur des systèmes préparés dans l'état psi, c'est donné par psi à psi. C'est des choses que nous avons vues. L'équation d'évolution, qui décrit l'évolution du système, est donnée par l'équation de Schrödinger, ici écrite de manière très générique, IH bar, fois la variation au cours du temps de psi, est égale à un certain opérateur hamiltonien multipliant la fonction d'onde. Le tout est de trouver cet hamiltonien relativiste. La relativité, d'un autre côté, dit que les lois physiques sont indépendantes du repère galiléen, considéré, les repères inertiels.
Et le passage d'un repère à l'autre se fait avec des translations, un simple déplacement dans l'espace ou dans le temps, si on choisit une origine du temps différente, des rotations spatiales ordinaires, et des translations, des transformations de Lorentz pour des repères en mouvement relatif, l'un par rapport à l'autre. On appelle ça aussi des boosts. La vitesse de la lumière c constitue une vitesse invariante et également une vitesse limite. C'est-à-dire qu'aucune information, aucune matière, aucune énergie ne peut dépasser cette vitesse. C égale dans la vitesse de la lumière dans le vide. Les intervalles où une telle information peut se propager sont les intervalles relativistes temporels et intervalles lumière, dans le cas donc se déplaçant à la vitesse de la lumière. Alors, on va forcément avoir des difficultés. Pourquoi? Parce que le principe d'indétermination de Heisenberg dit que si on localise une particule dans une petite région d'espace, donc sa position est connue avec précision, alors son impulsion est, elle, beaucoup moins précise. Le produit des deux étant toujours supérieur à, grosso modo, h bar. Donc si on choisit une région particulièrement petite, typiquement inférieure à la longueur d'onde de Compton, alors l'impulsion est très imprécise et conduit également, puisque l'énergie et l'impulsion sont liées, à une énergie qui est typiquement supérieure à mc carré, c'est-à-dire l'énergie propre de la particule. Une telle énergie pouvant servir à créer d'autres particules. Et on sait combien il est facile de créer certaines particules, comme la lumière, par exemple, les photons. Cela conduit donc très naturellement et spontanément à une description multiparticule, avec un nombre variable de particules. Ça, c'est le domaine de la théorie quantique des champs. Ici, nous resterons dans le domaine d'un nombre fixé de particules, en étant confrontés aux difficultés que cela peut poser. Alors, comment accommoder les deux? Eh bien, il y a une manière très simple, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le principe de correspondance. Donc, on sait que l'opérateur énergie est représenté par l'opérateur IH bar fois la variation au cours du temps, typiquement d'une fonction d'onde. Et l'impulsion est représentée par H bar divisé par I fois la variation avec la position. Si on prend la relation entre énergie et impulsion issue de la mécanique classique, non relativiste, on a que l'énergie, c'est l'impulsion au carré, divisé par 2m, 2 fois la masse, plus une constante, telle que de l'énergie potentielle. Et si on remplace les variables ici par les opérateurs correspondants, multipliant une fonction d'onde, on a alors l'équation de Schrödinger. Donc l'idée, c'est de dire, faisons la même chose avec la relativité. Et la relativité nous dit que l'énergie au carré, c'est P carré fois C carré plus M carré C4. Et de fait, pour des vitesses faibles, des impulsions petites, or l'énergie de repos mc carré, qui est une constante, cette relation se ramène à l'équation classique, avec quelques manipulations. Notons que on pense souvent H, la constante de Planck, et C, la vitesse de la lumière, égale à 1. Ça peut paraître iconoclaste de faire ça, mais en fait c'est juste choisir des unités de mesure, comme les mètres, les joules, etc. On choisit des unités de manière à ce que les constantes soient égales à 1. Il reste des constantes de valeur précise, ici 1. Ça simplifie les expressions. Et par simple analyse dimensionnelle, c'est-à-dire les unités rencontrées, on peut facilement réintroduire ces constantes si on en a besoin.
Et donc, on obtient E égale P carré plus M carré. C'est plus simple. C'est une convention extrêmement courante. Donc, vous la rencontrerez forcément. Ne vous étonnez pas si à un moment donné, vous voyez une relation qui dit E égale M. C'est simplement parce que le C carré a été négligé, mis sous le côté. Si on utilise cette substitution dans la relation relativiste, on obtient alors variation par rapport au temps, au carré, c'est-à-dire la variation de la variation, moins variation au carré de la position, moins m, la masse, s'appliquant à une fonction d'onde, c'est une simple multiplication, là on prend la variation, bien entendu, égale 0. Cette combinaison est tellement fréquente en relativité qu'on a fini par, enfin pas fini, c'est assez ancien, on utilise une notation appelée d'Alembertien, un D apostrophe Alembertien, ça vient du nom d'Alembert, qui s'écrivait avec une apostrophe, D apostrophe. Le d'Alembertien est noté par un carré, souvent énervant quand on encode des documents, parce que ce carré n'est pas toujours disponible dans les caractères spéciaux. C'est donc un petit carré, et donc on a d'Alembertien moins m fois psi égale 0. Cette équation s'appelle équation de Klein-Gordon, qui sont les premiers à l'avoir trouvée. Notons, première difficulté, elle n'a pas la forme habituelle de l'équation de Schrödinger. Donc où est l'hamiltonien là-dedans? Ça, c'est pas trop grave. Parce que, bon, en revenant à la notation complète ici, il y a moyen de mettre ça sous une forme, avec une équation matricielle que je ne vais pas vous détailler ici, pour lui donner une forme plus agréable et qui est analogue à ceci, avec des matrices psi devenant un vecteur à 5 composantes, et on a des matrices à 5 fois 5 composantes. Donc ça, c'est pas un problème, c'est une difficulté technique, due au fait que le temps et l'espace sont liés. Donc c'est pas très étonnant de les retrouver liés ensemble dans un symbole comme le d'Alembertien. Pour savoir si on peut donner à psi la signification habituelle d'une fonction d'onde, il faut pouvoir attribuer une probabilité, comme on le fait en mécanique classique normale, c'est-à-dire une norme positive, supérieure à 0. Une probabilité négative n'a tout simplement pas de sens. On a vu aussi qu'il y avait une question de continuité avec les probabilités et un courant de probabilité. On a vu ça avec la supraconductivité. Et on peut effectivement construire une équation de continuité qui dit que l'intégrale sur un volume de ρ est égale à l'intégrale de la surface d'un courant, c'est-à-dire que si on a une zone fermée, la variation de la densité ρ à l'intérieur correspond au flux de J qui sort ou qui rentre. Un peu comme pour les charges électriques. Et ρ et J sont des relations qui s'expriment avec psi. Alors plus exactement, ρ avec les variations au cours du temps de psi et J avec les variations au cours avec la position de psi sur une relation pas très compliquée mais inutile de l'écrire ici. Mais quand on regarde la relation qui donne ρ, on a une mauvaise surprise. Elle n'est pas définie positive. Elle peut être négative. Alors, on peut voir ρ comme une densité de charge électrique, par exemple, à condition de traiter de particules chargées électriquement, mais ρ ne peut pas être vu comme une probabilité ou comme une densité de probabilité, qui doit toujours être positive. Ça, c'est une première difficulté. Autre difficulté,
il y a des états d'énergie négative possibles. Et ça vient directement de la relativité, à cause des carrés. Un nombre négatif au carré redonne un nombre positif. 3 au carré, ça fait 9. Moins 3 au carré, ça fait 9. Ça ne fait pas moins 9, hein, ça fait 9. Donc, quand on a un carré, il y a toujours deux solutions possibles, une positive et une négative. Les solutions négatives, c'est E égale la racine carrée de P carré plus M carré, plus c'est la solution positive, et moins cette valeur est la solution négative. C'est-à-dire que pour une particule libre ou autre en général, il y a un continuum de valeurs pour l'énergie qui va jusqu'à M étant la borne maximale, en fait mc carré, en remettant la constante, et moins mc carré. Petit indice, on a parlé de création de particules, donc clairement il doit y avoir un lien avec ça. Mais tel quel, pour une particule, nous avons un souci. Parce que l'énergie peut être négative, aussi négative qu'on veut. Et sous une perturbation quelconque, une particule peut très bien sauter de cet état-là à cet état-là. Elle peut le passer, ne fût-ce que par effet tunnel. Donc c'est toujours possible, il peut toujours se produire une transition. On dit que les états sont couplés. Il suffit d'avoir un Hamiltonien impliquant une perturbation quelconque. Donc pas une particule libre. Une particule libre ayant de toute façon une énergie qui reste constante. Et ça c'est un souci, parce que ça veut dire que la particule peut avoir une énergie de plus en plus négative, sans limite. Donc on peut extraire de l'énergie à l'infini. C'est clairement absurde. Outre qu'on a inventé là le mouvement perpétuel, un atome par exemple, les électrons peuvent se retrouver dans l'état de base, mais ils ne peuvent pas aller dans un état encore plus négatif. Auquel cas, n'importe quel atome émettrait une quantité infinie de rayonnement. C'est évidemment pas ce qu'on observe. Donc là, il y a un gros souci. À l'époque où Klein-Gordon a imaginé cette équation, ces problèmes ont été considérés comme extrêmement graves. Il y avait là des soucis qui semblaient absolument rédhibitoires. Et donc, ils se sont dit, il y a un gros souci, il y a un gros problème. Il faut trouver autre chose. C'est ce que Dirac a fait. Dirac a cherché une autre façon de pondre une telle équation. Il a abouti alors à l'équation de Dirac. Nous allons voir bientôt. Et cette équation s'est avérée très utile. En particulier à cause du spin. Nous verrons cela. Mais elle a posé exactement les mêmes soucis. Les problèmes rencontrés avec Klein-Gordon se sont retrouvés aussi avec l'équation de Dirac. Mais déjà, l'énergie négative, c'est inévitable. Ça vient de là. Ça vient de la relativité elle-même. En physique classique aussi, on a ces états d'énergie négative. On a exactement la même relation en physique classique avec des valeurs positives d'énergie ou des valeurs négatives. Sauf que les états ne sont pas couplés. Il n'y a pas d'effet tunnel, il n'y a pas de choses de ce genre. En physique classique, l'énergie totale du système reste constante et peu importe qu'il existe des états d'énergie négative, on les considère comme non physiques. On ignore simplement cette partie-là, on reste uniquement dans celle-là et il n'y a pas de souci. Des états d'énergie positive conduisent à des états d'énergie positive, toujours. Il n'y a pas de saut. En mécanique quantique, malheureusement, il y a des sauts. Et donc, c'est maintenant que Dirac soit tombé sur le même souci. Il faudra donc, à un moment donné, faire face à ces problèmes. Il faudra faire face et trouver une solution, ou les comprendre, les interpréter, savoir ce que ça signifie. Et c'est à tel point que, après tout cela, l'équation de Klein-Gordon est revenue en grâce. Alors,
une des méthodes utilisées par Dirac ne s'appliquait pas à Klein-Gordon, nous verrons ça, mais il existe d'autres méthodes, et l'équation de Klein-Gordon est revenue en grâce, puisque de toute façon les problèmes, il fallait les résoudre, et on les a résolus. Et il s'avère que l'équation de Dirac s'applique très bien aux électrons, et que l'équation de Klein-Gordon convient pour des particules de spin nul, comme les mésons pi, par exemple. Et donc elle est utile. Mais ça, c'est l'histoire en marche. Donc dans la prochaine vidéo, nous suivrons la progression logique, et dans la prochaine vidéo, nous verrons l'équation de Dirac. Je vous remercie.